D'habitude, quand on parle d'un diagnostic médical, on s'attend à un truc hyper précis. C'est presque de l'ingénierie appliquée au corps, en gros. Ouais, complètement. Quelqu'un se casse le bras, on fait une radiographie, on a une ligne blanche bien nette sur un fond noir. C'est ça. Et le médecin peut pointer du doigt et dire bah, le problème est exactement là. C'est lisible, c'est binaire. C'est rassurant, quoi. On aime bien ce qui se voit et ce qui se classe. Voilà. Mais alors, dès qu'on quitte le monde physique pour entrer dans le domaine de la création littéraire, cette machine à rayons X, elle vole en éclats. Ah bah oui, l'étincelle créative, le fameux génie littéraire, ça a toujours été vu comme la définition même de l'insaisissable. Exactement. L'âme humaine déposée sur le papier, un truc impossible à quantifier. Tout à fait. Pourtant, notre mission aujourd'hui dans cette analyse, c'est de comprendre comment la technologie tente de radiographier et même carrément de cloner cette âme créative. Un sacré programme. Ouais. On se plonge dans un document de recherche vraiment fascinant de la conférence CHI de 2026. C'est une étude de l'université de Stony Brook et de l'université du Michigan qui s'intitule Can Good Writing Be Generative? En gros, la bonne écriture peut-elle être générée par l'IA? Ce qui rend cette lecture si prenante, c'est que c'est pas juste un petit benchmark informatique de plus. C'est clair, c'est beaucoup plus profond. C'est une vaste expérience comportementale. Les chercheurs voulaient vraiment savoir si l'IA générative peut s'approprier le style, la voix et toutes les nuances des plus grands auteurs contemporains. Et ça s'arrête pas là, parce que l'étude s'attarde aussi sur les conséquences psychologiques et professionnelles sur les écrivains eux-mêmes. Quand ils sont confrontés à cette technologie même. Bon, décortiquons un peu tout ça. Depuis que l'IA est partout dans notre quotidien, il y a ce mythe tenace qui subsiste. Le fameux dernier bastion. C'est ça, une sorte de bouée de sauvetage intellectuel. On se dit, bon, l'IA peut générer du code, elle peut faire des tableaux Excel compliqués ou pondre des emails super polis. Ouais, des trucs très mécaniques. Voilà. Mais on se dit que l'écriture créative, la grande littérature, ça restera inviolable, que l'IA n'a pas de profondeur. Et c'est d'ailleurs le principal mécanisme de défense de toute l'industrie culturelle aujourd'hui. Mais faut bien préciser un truc sur cette étude de 2026. Vas-y. Le défi ici, ça n'a rien à voir avec la rédaction d'un simple résumé de réunion. L'enjeu, c'est vraiment d'imiter des voix littéraires acclamées par la critique. Ce qui demande un niveau de complexité énorme. Absolument. Le modèle peut pas juste aligner des mots avec une bonne grammaire, il doit maintenir une cohérence thématique, imposer un ton unique, gérer un sous-texte émotionnel et structurer une narration sur plein de paragraphes. C'est vraiment de la haute voltige. Et du coup, pour savoir si la machine était prête pour ça, les chercheurs ont monté une véritable arène littéraire, l'élite humaine contre la machine. Un vrai combat de poids lourd. Grave. D'un côté, on a 28 écrivains experts, c'est pas n'importe qui, hein. On parle d'étudiants ou de diplômés des prestigieux programmes MFA américains, les Master of Fine Arts. Des gens qui viennent de Iowa ou du Michigan, c'est vraiment la crème de la création littéraire aux États-Unis. Et de l'autre côté du ring, 3 modèles d'IA de pointe, GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet et Gemini 1.5 Pro. Et leur mission à tous, humains comme machines, c'était d'imiter le style précis de 50 auteurs hyper célèbres, des plumes super reconnaissables, genre Ottessa Moshfegh, Roxane Gay ou David Foster Wallace. Avec une contrainte de taille, pondre un extrait de 200 à 450 mots en respectant des règles de contenu très strictes. Mais là où ça devient super révélateur, c'est comment ils ont préparé les modèles d'IA. Exactement. Ils se sont pas contentés d'une seule méthode. Ils ont testé 2 conditions distinctes. La première, c'est ce qu'on appelle le in-context prompting. Le prompting classique, quoi. Voilà, tu donnes une consigne au modèle et tu inclus quelques courts extraits du style de l'auteur directement dans la requête. C'est basique. Mais la deuxième condition, c'est le fine-tuning. Ah, là on rentre dans le dur. Ouais. L'équipe a pris GPT-4o et a complètement réentraîné le modèle sur l'œuvre intégrale de l'auteur ciblé. Pour vulgariser un peu la différence, pour ceux qui nous écoutent, le prompting, c'est un peu comme montrer la photo d'un gâteau à un pâtissier en lui disant de reproduire la même chose juste avec l'image. C'est une bonne comparaison. Alors que le fine-tuning, c'est carrément obliger ce pâtissier à s'asseoir et à manger 50 gâteaux du même chef étoilé pour qu'il s'imprègne de l'ADN moléculaire de la recette avant même de prendre ses ustensiles. C'est hyper parlant, ouais. Mais ce qui est fascinant ici, techniquement parlant, c'est encore plus radical que ton exemple. Ah bon? Comment ça? Avec le fine-tuning, on donne pas juste une info temporaire. On modifie mathématiquement les poids du réseau de neurones de l'IA.
Ça a nécessité environ 583 fois plus de données textuelles ou de tokens que le prompting. C'est énorme. Donc on change vraiment sa structure de base. C'est ça. Le style de l'auteur devient la nouvelle configuration par défaut de l'IA. Ces connexions sont recablées. La voix de David Foster Wallace devient sa façon naturelle de s'exprimer. Ce qui est dingue, c'est que ça reproduit de façon mathématique et hyper accélérée ce qu'on enseigne dans ces fameux programmes MFA, lire ses pairs jusqu'à intérioriser leur rythme. C'est exactement la même mécanique, mais à l'échelle industrielle. Bon, donc les textes sont générés par l'IA et par les 28 experts humains. Ensuite vient l'évaluation à l'aveugle, le grand test. L'épreuve de vérité. Ils ont fait lire ça à 131 juges profanes, donc le grand public, et aux 28 juges experts de l'étude. Pour la première méthode, le prompting, les résultats sont sans appel. L'élite littéraire n'est pas dupe. Non, pas du tout. Face à une IA juste guidée par un prompt, les experts ont préféré l'écriture humaine dans 82,7% des cas. Pour eux, la machine sonnait creux. Et les profanes, eux, étaient déjà un peu perdus, sans préférence claire? Mais attends, c'est avec la deuxième méthode que je tombe de ma chaise. Quand on passe au texte issu du fine-tuning, les statistiques s'inversent de façon spectaculaire. Le fameux point de bascule. Les juges experts ont préféré l'IA dans 62% des cas, et les profanes dans près de 69%. Le fossé entre les experts et le public a complètement disparu. Ça bouscule pas mal de certitudes. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je suis obligée de poser la question, est-ce que c'est vraiment une meilleure écriture ou est-ce que l'IA a juste compris comment produire un texte ultra lisse qui flatte l'œil du juge pressé? C'est la réaction logique de se dire ça. Mais l'étude va chercher dans les justifications écrites des juges et on voit une vraie différence de critères entre les profanes et les experts. Vas-y, explique-nous la différence. Les profanes, en fait, ils récompensent la fluidité. L'IA est super forte pour faire des textes bien organisés. Par exemple, face au style de David Foster Wallace, un juge profane a détesté. Pourquoi? Il s'est plaint des phrases interminables et du côté chaotique. Sauf que les phrases interminables et le chaos, c'est littéralement la marque de fabrique de David Foster Wallace. Exactement. Donc, pour le public profane, l'exactitude stylistique a été vue comme un défaut. C'est ironique quand même. Et pour les experts qui ont voté pour l'IA, il s'est passé quoi? Pour eux, c'est l'inverse. L'IA fine-tunée n'a pas gagné parce qu'elle était lisse. Elle a gagné parce qu'elle a gommé ses propres tics. Fini les clichés, fini le langage trop fleuri et ornemental. Ah, donc elle a atteint une vraie fidélité stylistique. Complètement. Elle est devenue capable de reproduire la tension et l'aridité des auteurs. Ce qui nous amène à l'anatomie même d'un bon texte. Comment l'IA a réussi à duper ses maîtres du langage? L'étude cite un exemple hyper précis avec une imitation de Roxane Gay. Ouais, un exemple fascinant. L'IA fine-tunée a sorti une métaphore. Le personnage, qui explore ses propres contradictions féministes, se compare à un rat de métro. Une image super puissante. Ouais, c'est viscéral, c'est crade, et pourtant les experts y ont vu une subtilité incroyable. Ils ont cru que seule une intériorité humaine pouvait pondre une métaphore pareille. Et pourtant, c'est l'algorithme. Du coup, ça lance un vrai débat philosophique. Si une machine ne fait que calculer la probabilité statistique qu'un rat de métro soit une bonne métaphore pour Roxane Gay, est-ce que ça retire sa valeur artistique au texte? C'est la question centrale. Est-ce que c'est de l'art ou un simple tour de magie mathématique? Si tu regardes l'effet produit sur le lecteur expert, il est bien réel. L'émotion est là. Donc, sur le papier, la frontière entre l'inspiration humaine et le mimétisme algorithmique devient complètement caduque. Ça donne le vertige. Et c'est justement cette révélation qui nous mène directement au choc psychologique qu'ont subi les écrivains de l'étude. Tu m'étonnes, évaluer des textes à l'aveugle, c'est un jeu amusant. Mais quelques semaines plus tard, les chercheurs font un débriefing et révèlent la vérité aux 28 auteurs. Le moment de vérité. Imagine le choc. Ils découvrent qu'ils ont préféré une machine à un confrère, ou pire, qu'ils ont préféré l'IA à leur propre texte. Chut. L'étude parle d'une véritable crise d'identité autour de l'expertise. Les réactions étaient viscérales. Ouais, il y a eu une érosion totale de leur confiance esthétique. Fini le mythe de la voix robotique qu'on repère à des kilomètres. Un écrivain a même avoué que ça remettait en question sa propre maîtrise du langage. C'est violent comme remise en question. Ça me fait penser à Kasparov contre Deep Blue aux échecs, tu vois. Sauf que là, on l'applique à l'art. C'est vrai que la comparaison est forte. C'est plus juste une machine qui calcule plus vite. C'est une machine qui semble générer de la beauté, de la poésie. C'est existentiel.
Et si l'on relie cela au contexte global de l'étude, on voit apparaître un mécanisme de défense fascinant chez ces auteurs, ce que les chercheurs appellent la redéfinition du but de l'écriture. C'est-à-dire, Comment ils font pour survivre psychologiquement à ça? il conclut que si la machine peut écrire un texte au résultat esthétiquement indiscernable d'un humain, alors la vraie valeur de l'écriture n'est plus dans le texte fini, Elle est où alors? dans le processus humain. L'intention, l'expérience vécue, la catharsis de l'auteur, tout ce bagage invisible que l'IA ne possédera jamais parce qu'elle ne ressent à rien. C'est une belle façon de sauver l'âme de la littérature finalement, de déplacer la valeur vers l'humain. Mais cette crise existentielle, elle reste pas bloquée dans les têtes des auteurs. Elle se répercute sur toute l'industrie de l'édition. Ah bah oui, les conséquences économiques sont directes. Les auteurs ont vraiment peur d'une dilution du marché, que l'IA inonde le monde avec des œuvres concurrentielles qui coûtent rien à produire. Et ça contredit totalement ce qu'on entendait dans les tribunaux dernièrement, par exemple l'affaire Cadret contre Meta. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette affaire déjà? Le juge Chabria disait en gros que les écrivains n'avaient pas à s'acquitter parce que leur style unique les protégerait toujours. Que l'IA ne ferait que des imitations au rabais. Sauf que cette étude prouve l'inverse. Si l'IA fine-tunée piège des experts en imitant parfaitement son style, l'auteur perd complètement son avantage concurrentiel. Exactement. Le bouclier du style unique vient de voler en éclats. Et il y a un autre argument qu'on entend tout le temps pour défendre l'IA, c'est de dire « Oui, mais bon, les humains se sont toujours copiés entre eux. » L'intertextualité, Harold Bloom, l'angoisse de l'influence. Oui, on entend souvent ça. Pourquoi l'IA serait différente d'un jeune auteur qui lit du George Saunders et qui imite son style? Cela soulève une question cruciale, et le juge Alsup dans l'affaire Barthes contre Anthropic l'a bien résumé. L'humain est inspiré, l'IA copie de la donnée. L'humain ressent, la machine extrait mathématiquement. C'est ça. Et au-delà de l'inspiration, c'est surtout une question d'échelle et de friction. De friction? Comment ça? Pour qu'un humain trouve sa voix en imitant les autres, ça demande des années de galère. Des brouillons ratés, des rejets. Cette friction, elle est nécessaire pour qu'une voix originale émerge de l'imitation. Alors que l'IA, elle, n'a aucune friction. Elle digère 50 auteurs en quelques secondes et recrache la synthèse à l'infini. C'est ça. Ça efface complètement les années d'apprentissage. Et d'ailleurs, il y a une ironie frappante soulevée par les auteurs de l'étude par rapport à ça. Ah oui, l'ironie sur les programmes MFA eux-mêmes. Exactement. Les écrivains de l'étude réalisent que ces prestigieux MFA sont accusés depuis des années de produire un style hyper formaté et homogène. Le fameux style MFA, très propre, très technique, mais un peu sans âme. En fait, l'Académie littéraire a inventé le fine-tuning humain avant qu'il y en arrive. C'est exactement ça. L'IA ne fait que pousser à l'extrême un système d'homogénéisation que les humains avaient déjà mis en place. C'est fou. Alors, face à ce tsunami, c'est quoi les solutions proposées par les participants pour protéger le travail créatif en l'IA? Il y a 3 grands axes d'urgence. D'abord, imposer des filigranes ou des watermarks obligatoires pour détecter ce qui sort d'une IA. D'accord, la traçabilité. Ensuite, renforcer massivement le droit d'auteur pour interdire le fine-tuning sur le travail d'un auteur sans son accord et sans le payer. Ça paraît être le minimum. Et enfin, exiger une transparence totale des éditeurs. Le lecteur doit savoir si le livre qu'il achète a été généré ou assisté par une machine. Alors, qu'est-ce que tout ça signifie en fond? On est passé d'une époque où l'IA était juste un assistant un peu maladroit, genre le correcteur orthographique dopé, à un stade où le fine-tuning en fait un styliste de haut niveau. Un styliste capable de bluffer les meilleurs experts. Voilà, et ça plonge l'élite littéraire dans une introspection vertigineuse. Mais ça dépasse le cadre des romancieux. Ça redéfinit la valeur même de l'expression écrite dans notre société. On va vraiment devoir se demander ce qu'on cherche quand on lit. C'est ça. Est-ce qu'on veut juste la perfection esthétique, la belle métaphore bien calculée, ou est-ce qu'on cherche la certitude qu'un autre esprit humain essaye de communiquer avec nous? Ça risque de séparer la littérature en 2 marchés très distincts. Ouais. Pour terminer notre analyse aujourd'hui, j'aimerais qu'on pousse cette réflexion encore un peu plus loin. Je t'écoute. On a vu que l'entraînement par fine-tuning sur des œuvres publiées permet à l'IA de capturer l'âme littéraire d'un auteur de façon troublante. Ouais. Imaginons un instant une approche beaucoup plus personnelle. Et si on entraînait une IA exclusivement sur nos propres données privées? Nos emails, tu veux dire? Nos emails intimes, nos messages privés accumulés sur des décennies, nos journaux intimes jamais publiés. Ah oui, l'IA aurait accès à nos tics de langage, mais aussi à nos pires angoisses et nos obsessions récurrentes.
Est-ce qu'une machine nourrie avec ça pourrait finir par écrire notre propre autobiographie avec plus de justesse, de style et de perspicacité qu'on ne pourrait jamais le faire nous-mêmes? C'est une idée terrifiante et fascinante. En analysant ces milliers de mots, elle pourrait faire des connexions qu'on refuse de voir, révéler des vérités sur notre voix intérieure, des choses qu'on a passé notre vie à nous cacher consciemment. Une sorte de miroir ultime. Exactement. Parce que finalement, face à notre propre texte, cette radiographie algorithmique ne montre pas seulement ce qui est insaisissable, Elle révèle avec une précision mathématique de quoi nous sommes réellement faits.